Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, les Français et les Françaises. Parce que je suis passée par Gaulois et Gauloises, mais c'est vrai qu'au final, ce que vous êtes, probablement, c'est aussi des Français et des Françaises. Je reparle de la Nouvelle-France, telle que je l'imagine actuellement. En parlant avec différentes personnes, j'ai réalisé que la plupart des gens trouvaient que effectivement les prisonniers étaient nourris sans rien fournir en échange en termes de travail, et pas mal de personnes pensent que ça serait bien que les prisonniers travaillent à quelque chose d'utile pour la collectivité. Et je trouve aussi que ça paraît juste. C'est pour ça que je vois bien vraiment deux types de peines de prison. L'une courte, où il ne ferait rien de rentable pour la société, d'utile pour la société, mais où il serait dans une situation telle qu'il serait obligé de travailler sur eux-mêmes pour changer. Donc ça serait bénéfique à terme à la société parce qu'il se métamorphoserait pour le mieux. Et un autre type de peine qui pourrait être plus longue, où là il ferait un travail relativement fatigant et physique, qui serait d'intérêt général. Alors, soit, je sais pas moi, casser des cailloux à Cayenne, soit cultiver un champ, soit enfin un truc un peu physique, et en échange, il serait nourri, c'est tout. Donc ça serait une vraie punition, mais qui n'en ferait pas d'eux des poids pour la société. Et important, il faudrait que cette punition, cette peine de prison avec travail, ne les tire pas vers le bas au niveau mental et moral, et donc, selon moi, qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres détenus. Donc ça veut dire quand même une sacrée organisation, puisque du coup, il n'y a pas de prison où les prisonniers resteraient très longtemps. Il y aurait des prisons, oui, avec des cellules individuelles, pour des peines de prison courtes, mais après, ça serait un autre système où chaque prisonnier se retrouverait dans un environnement entre guillemets normal, en tout cas pas de prison au sens strict, avec aucun autre détenu, et où il ferait un travail assez physique. Donc moi je pensais travail à la ferme, ou effectivement, je sais pas, on va couper des arbres, ou casser des pierres, ce genre de boulot, quoi. Voilà, ça c'était une première remarque. Ensuite, autre remarque, sur l'éducation et l'école. Pour ma part, je pense que ça serait bien quand même qu'il y ait effectivement un système d'école comme il y en a aujourd'hui, enfin pas comme il y en a aujourd'hui, différent, mais un système d'école aussi, tout en laissant toujours la possibilité aux parents de faire l'école à la maison s'ils veulent, hein. Ne pas annuler cette possibilité. Mais donc à l'école, je pense qu'il serait vraiment extrêmement bénéfique de revoir complètement les programmes qui actuellement ne servent à rien et à pire que rien, à part abrutir les élèves et les dégoûter de différents sujets. On les dégoûte de leur langue maternelle, on les dégoûte de l'histoire, on les dégoûte de la géographie, etc. Donc il y aurait d'autres matières. Bon, déjà, il y aurait un certain retour aux années 30-40 pour ce qui est de l'enseignement du français. Donc l'enseignement du français serait à nouveau pris très au sérieux, avec beaucoup d'heures de cours sur simplement l'apprentissage de la langue, quoi, tout simplement. Écrire correctement, avec une jolie calligraphie, sans faute d'orthographe, et avec un riche vocabulaire. Ce qui était la norme à une certaine époque. Quand on voit comment les soldats lambda de la guerre de 14 ou même de 40 écrivaient, en termes de qualité de style et de qualité de calligraphie, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais vraiment rien à voir, hein. Donc il y aurait un investissement massif dans l'apprentissage tout simplement de la langue française. Donc ça pour le coup ça serait un retour à avant. Mais il y aurait aussi des choses différentes. Par exemple, une éducation financière, mais pas des maths qui servent strictement à rien. En tout cas les maths qu'on apprend aux enfants ne leur serviront à rien dans leur vie d'adulte. Non, un apprentissage de gérer son argent. Donc les maths dans la perspective de comment ne pas dépenser trop d'argent, comment faire son budget, etc. Donc vraiment des maths utiles pour leur vie d'adulte. Ce qui ne veut pas dire que tout serait forcément... en parlant des autres matières. Du théâtre. Pourquoi du théâtre ? Parce que le théâtre, c'est excellent pour développer la confiance en soi, apprendre à s'exprimer en public, et prendre le goût de la belle langue française. Donc du théâtre.
des cours de morale et ou développement personnel. On pourrait faire un mix des deux. Donc morale, développement personnel, en s'inspirant à la fois des stages de développement personnel qui existent pour les adultes ou pour les jeunes, et de ce qui se faisait avant avec la morale. Parce qu'il y avait des cours de morale à une époque à l'école. Hein. On faisait des dictées sur des thèmes de morale, etc. Et ça marchait très bien. Après, les gens, ils avaient des principes dans leur vie qu'ils gardaient adultes. Donc, morale, développement personnel. Il y aurait aussi, enfin ça va dans l'écriture, mais il y aurait aussi quand même vraiment un aspect, on insiste sur la calligraphie. Pourquoi c'est important la calligraphie? Parce qu'en fait, c'est lié à plein de qualités, c'est-à-dire la maîtrise fine du mouvement de la main pour écrire de façon élégante est lié avec le self-control. Si vous regardez d'ailleurs dans les pays d'Asie, les enfants, on insiste beaucoup sur leur apprentissage du pinceau, par exemple, pour qu'ils sachent bien dessiner les sinogrammes. Et c'est quand même une culture où les gens savent très bien se contrôler eux-mêmes. Donc il y a un rapport entre les deux. J'avais lu des trucs par rapport à ça. C'est un sujet un peu secret, mais que les satanistes, justement, eux connaissent. Hein. Par exemple, les satanistes, quand ils veulent que quelqu'un s'améliore, un enfant ou même un adulte, pour une mission, ils veulent qu'il modifie un peu sa personnalité, ils lui font travailler son écriture et corriger certains défauts de son écriture. Donc, le fait d'améliorer son écriture rétroagit sur la personnalité. Ce qui est logique, hein, puisque l'écriture révèle la personnalité, mais voilà, ça marche aussi dans l'autre sens. Améliorer son écriture conduit à améliorer sa personnalité. Donc, il y aurait aussi de la musique, du chant. Donc musique, chant, bon, vous direz peut-être pas tout en même temps, hein, il ne faut pas non plus que ce soit trop lourd, mais des maths utiles, axés vraiment sur la gestion de l'argent. Pareil pour tout ce qui est biologie, il y aurait de la biologie, mais axé sur comment prendre soin de sa santé. Connaître les principes qui vont faire que la personne, après, elle saura faire les bons choix alimentaires, etc. Donc pas de la biologie pour de la biologie. De la biologie pour que la personne sache bien gérer son corps et sa vie ensuite. Bon, de l'histoire et de la géographie, oui, probablement. Voilà, donc en fait, ça serait beaucoup plus centré sur des choses utiles, tout simplement. Utiles à la fois aux enfants et aux adultes qu'ils deviendront. Mais utiles, pas pour qu'ils deviennent des petits rouages dans des multinationales, des petits esclaves. Non, utiles à eux pour qu'ils sachent gérer leur propre vie de façon indépendante et autonome et responsable. Et ça, vous l'avez peut-être remarqué, mais à l'école, il n'en est absolument pas question. Hein. On leur demande d'ingurgiter des tartines de savoir très souvent dénués de tout intérêt et de les recracher. On leur demande pas d'apprendre à se gérer eux-mêmes, à gérer leur vie, à gérer leurs émotions, etc. Voilà, donc l'école serait vachement redirigée dans ce sens-là. Et puis, bien sûr, j'allais oublier, mais pour moi c'est absolument essentiel, il y aurait des cours de logique. Voilà. À tous les âges, cours de logique, de la 6e à la terminale. Parce que la logique, c'est essentiel pour la qualité de raisonnement. Donc des cours de logique informelle, hein, de logique classique, c'est pas des cours avec des symboles mathématiques. Pour les pousser à une réflexion fine et rigoureuse, et leur faire aimer la logique. Ça, pour le coup, ça serait un point très important du programme. Et là, je n'innove pas, en réalité, hein, je renoue avec une vieille tradition française, puisqu'au XVIIe siècle, eh bien, les élèves dans les lycées avaient des cours de logique. Ils en avaient même beaucoup. Et si on remonte encore plus haut dans le temps et qu'on change de pays, dans le monde arabe, par exemple les médecins, ils avaient des années de logique. Donc ça faisait partie de leur formation. La logique a été étudiée en tout cas à des époques qui ont été brillantes. Il y a un lien, parce que les gens qui ont étudié la logique, ça devient des gens plus brillants que ceux qui ne l'ont pas étudié. Et quand on a supprimé la logique de l'enseignement en France, c'était certainement pas pour faire monter le niveau, mais bien pour le faire descendre. Ça, ce serait pour le côté école. Il y aurait aussi beaucoup de changements au niveau, ça serait même hyper fondamental, au niveau de l'industrie agroalimentaire. Parce que énormément de choses sont liées à ce qu'on mange. Donc
il faut que ces grosses entreprises agroalimentaires soient nationalisées. Comme ça, on peut contrôler, supprimer les additifs, etc. Nationalisation aussi des industries du tabac. Pour la même raison, c'est-à-dire qu'on pourra produire des cigarettes où on n'aura aucun ajout de produits toxiques ou qui rendent plus dépendants. Donc du coup, les cigarettes seraient beaucoup moins addictives. Beaucoup moins. Donc tout serait fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on reprendrait le contrôle de la production alimentaire, et bien sûr des champs, du fait qu'il y ait ou non des pesticides dans les champs, etc. Il n'y aurait plus d'étiquette bio parce que tout serait bio, c'est-à-dire que ce serait la norme pour absolument tous les aliments, donc il n'y aurait pas une étiquette spéciale bio, parce que voilà, on serait passé dans un monde où tout serait bio. Ouais, bon, tout ça j'en ai probablement déjà parlé, mais je vous en reparle quand même. Et quoi d'autre? Donc on rétablirait la monarchie, et ce rétablissement ne serait pas, comment dire, ça serait pas assorti de grands trucs traumatisants comme l'a été la Révolution. Dans la Révolution, par exemple, on a changé carrément d'année, d'ailleurs de façon provisoire. On a aussi interdit aux gens de s'appeler monsieur et madame pour qui s'appellent citoyens, citoyennes. Bref, on a tout fait pour les traumatiser, de la même façon qu'aujourd'hui on fait tout pour nous traumatiser avec la pandémie, les gestes barrières et toutes ces nouvelles règles débiles qui nous donnent l'impression qu'on est rentré dans un nouveau monde. Donc nous, on ne procéderait pas comme ça, parce que notre but n'est pas de traumatiser qui que ce soit. Par exemple, on pourrait très bien fêter le rétablissement de la monarchie le 14 juillet, par des feux d'artifice. Mais même si la fête aurait des points communs avec la fête précédente, eh bien sa signification serait inverse. De la même façon que par exemple Noël, c'est au départ une fête païenne, et puis le christianisme est arrivé, il a recyclé une fête païenne pour lui donner un sens chrétien. Ben, nous on peut recycler une fête républicaine pour lui donner un sens monarchique, monarchiste. Et c'est ce qu'on fera, Inch'Allah, si Dieu le veut. Pour ce qui est de la devise, pas mal de gens ont l'air assez d'accord sur paix, amour, équité, que moi je trouve très bien. Parce que il y a un côté... Si on met liberté, liberté ça fait rêver, mais finalement il y a eu beaucoup d'ennuis à cause de ce mot. Équité, il y a un côté apaisant et apaisé. Justice peut paraître un peu effrayant, un peu dur. Équité, il y a un côté cool, et en même temps c'est la même idée que la justice. Donc je trouve que c'est bien. Et paix amour, c'est ce qu'on cherche. Hein. Donc paix amour me paraît incontournable. Donc paix amour équité, moi j'aime bien. Après, si vous avez d'autres propositions à faire, n'hésitez pas en commentaire. Alors il y en a qui me disent ouais mais arrête de rêver, tu planes. Mais l'avion plane jusqu'à ce qu'il atterrisse. C'est un rêve jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Et c'est en rêvant à plusieurs qu'on fait de nos rêves, avec le temps, des réalités concrètes et tangibles. Je voudrais bien retrouver une citation par rapport à ça, mais je sens que je ne vais pas la retrouver facilement, sur le fait que le rêve à plusieurs, c'est déjà plus du rêve, quoi. C'est déjà autre chose, c'est déjà un projet, on fait un rêve à plusieurs. Même d'ailleurs, un rêve fait tout seul dans son coin, ça peut très bien être un projet. Hein. Alors, pour ce qui est des nouvelles technologies, elles existeront toujours, mais on va peut-être faire des coupures pour que quand même il y ait des moments dans la journée où personne n'est branché à son portable. Donc peut-être, 1 heure de coupure par jour, pour avoir au moins ce petit répit où là tout le monde se parle normalement, quoi. Donc il y aura quand même pas mal de... Il y aura l'aménagement d'espace ou de temps ou d'espace, sans nouvelles technologies. De toute façon, ça, petite parenthèse, mais il y a de fortes chances que toutes les nouvelles technologies disparaissent dans un proche avenir. Donc il vaut mieux commencer déjà à s'habituer à s'en passer. Je dis qu'elles sont promises à disparaître parce qu'il y a beaucoup eu de rêves qui ont été faits dans ce sens par les croyants et les croyantes. Donc il y a de fortes chances que là, peut-être dans moins de 20 ans, il n'y ait plus rien en termes de technologie là. Du coup, autant s'y préparer. Et sans aller directement du côté
je vais pas retrouver la comparaison, mais le groupe aux États-Unis qui vit absolument sans technologie moderne, comme au 19e siècle, sans aller jusque-là, on peut quand même commencer à préparer une espèce de transition vers l'absence de technologie très sophistiquée. Voilà. Ensuite, pour les codes vestimentaires et tout ça, il n'y en aurait pas. Hein, chacun serait libre de s'habiller comme il veut. Par contre, au niveau des... C'est-à-dire, chacun est libre de s'habiller comme il veut, mais moi je serais pour qu'il y ait certaines règles au niveau de la fabrication des vêtements. Puisque après tout, si on veut désexualiser l'espace public, ça passe beaucoup par un travail sur les publicités et un petit peu par les tenues des gens. Donc sans dire tenue correcte exigée ou quoi que ce soit, sans faire de règles, on peut très bien mettre des règles au niveau de la fabrication des vêtements, ce qui fait que les gens finalement auraient le choix entre vêtements normaux ou vêtements un peu pudiques ou vêtements un peu sexy, mais pas mini-jupe ras le bonbon avec décolleté avec un haut qui montre le nombril, quoi. C'est-à-dire les vêtements, la proposition vestimentaire serait toujours assez comment dire, il n'y aurait pas d'extrême, quoi. Voilà. Il n'y aurait pas d'extrême dans le côté dénudé. Et il n'y aurait pas non plus d'extrême dans le côté couvrant, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas non plus de proposer à la vente des niqabs ou des trucs comme ça. Ça resterait dans une espèce de saine nature, de trucs peu passe-partout, qui finalement, où on choque pas les gens, ni en cachant le visage, ni en montrant ses fesses complètement, quoi. Voilà. Mais ça, comme je vous dis, ce ne serait pas des règlements ni rien, ce serait juste qu'il y aurait des normes au niveau de la fabrication des vêtements ou de la vente. Mais les gens, après, s'y trouvent, voilà, c'est-à-dire ils s'habillent avec ce qu'ils trouvent, mais s'ils trouvent quelque chose de particulièrement sexy, voilà, ils le mettent. Il n'y aurait pas de police des mœurs ni rien, pas ce genre de truc. Mais une volonté politique de désexualiser l'espace public, ce qui de toute façon passe essentiellement par le fait de supprimer toutes les publicités érotiques des murs. Pourquoi ? Parce que le but n'est pas de faire du monde extérieur un espace de tentation et de stimulation sexuelle non-stop. Ça n'a strictement aucun intérêt pour la population dans son ensemble, au contraire, c'est nuisible. Donc, parce que c'est perturbant, enfin, ça sert à rien, quoi. C'est l'intérêt des publicitaires, parce que ça leur permet de vendre, mais c'est pas l'intérêt des gens. Donc, ça serait vraiment encadré et contrôlé, ça. Donc au final, beaucoup plus de liberté pour les gens et beaucoup moins de liberté pour les grandes les industries qui seraient soit nationalisées, soit hyper contrôlées. Mais pour ce qui est de l'individu lambda, lui, il récupérerait toutes ses libertés perdues. Liberté de faire un feu de cheminée, liberté d'avoir un jardin, pas d'impôt par exemple sur les héritages. Des impôts qui soient quand même plus qui soient moins automatiques sur tous les trucs qu'on ne peut pas contourner. Un impôt, normalement, il est justifié par... C'est pas juste le fait de respirer qui justifie qu'on paye un impôt, quoi. De nos jours, c'est quand même pas mal ça. On paye des impôts simplement parce qu'on est là, quoi. Parce qu'on est vivant. Donc non, dans la Nouvelle-France, il y a des impôts, oui, mais qui correspondent à des trucs rationnels. Tout le monde n'est pas... Autrement dit, tout le monde n'est pas soumis à l'impôt. Et pas de la même... Enfin, voilà, bref. Nous, on avait compris. Bon, voilà, pour aujourd'hui, j'en resterai là. C'est des pistes de réflexion, et je vous encourage à me dire vos propres points de vue, vos propres rêves, vos propres idées pour la Nouvelle-France dans les commentaires, parce que c'est toujours intéressant. Moi, par exemple, sur les prisonniers, j'étais partie sur une idée, et puis après, on m'a dit d'autres trucs, et puis du coup, je me rends compte qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait deux types de prisons très très différentes et complémentaires l'une de l'autre. Voilà. À bientôt les amis.